et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de faire un petit bilan de mes meilleures lectures 2019. J'ai décidé de vous parler de mes meilleures lectures, de mes coups de cœur, mais aussi de mes très bonnes lectures, rangées par mois, histoire de faire un petit bilan de toute l'année dans cette vidéo, comme je fais à peu près tous les ans. En janvier, j'ai décidé déjà de garder le tome 3 d'Illuminae que j'attendais avec grande impatience. C'est un roman de J. Christophe et Amy Kaufman. Je les ai plus là parce que je les ai rangés, avant ils étaient toujours là. J'avais adoré le tome 1, le tome 2, j'attendais le tome 3 avec impatience et... j'ai beaucoup aimé et j'ai vu, je crois, qu'il y a un nouveau livre des auteurs, donc peut-être une nouvelle saga ou en tout cas un nouveau livre qui sortait bientôt. Et je le veux trop, je veux trop le découvrir aussi. J'espère aussi que ça sera une très bonne lecture. En janvier, j'ai aussi bien sûr noté Un palais de colère et de brume, le tome 2 d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. C'était aux éditions La Martinière Jeunesse. Et mon dieu que j'ai adoré ce roman aussi. J'ai adoré cette saga. Pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 3 qui est, je le vois d'ici, Un palais de cendres et de ruines. À chaque fois, je change l'ordre des mots selon les tomes, c'est compliqué. Mais voilà, je sais que j'ai le tome 3 derrière, j'ai aussi le tome 4. Enfin le tome 4, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais qu'il m'en reste un petit peu encore avec Fer, avec notre chat Recent que j'aime beaucoup, voilà. Je sais qu'il me reste encore un peu de temps à passer dans cette saga donc je suis trop contente. Et puis niveau graphique, j'avais noté pour janvier Bergère guerrière le tome 1, une BD que j'avais adoré. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire mais j'ai jamais osé l'en sortir parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. On est dans un village de femmes qui doivent se battre parce que leurs hommes sont partis à la guerre et ils sont jamais revenus. Et en gros il y a quasiment pas de garçons là-dedans sauf il y en a un petit garçon. Voilà, un petit garçon qui fait un peu tâche, surtout que lui il monte pas des moutons, vous voyez il monte à cheval sur des moutons, les femmes, lui non il monte sur un gros chien poilu, enfin c'est trop cool, c'est vraiment trop bien et j'ai hâte de continuer. En février niveau roman c'était pas la fête et du coup j'ai décidé de garder 2 romans graphiques. J'ai découvert en février Créatures Fantastiques aux éditions Comique. J'avais adoré ce premier tome, je trouvais ça tellement bien fait, j'ai la suite bien évidemment. J'aime beaucoup les éditions Comique dans leur ensemble, c'est une maison d'édition de manga, une petite maison d'édition de manga qui a bien failli disparaître et je vous invite vraiment à aller voir leur parution parce que ça fait plusieurs mangas que je découvre de chez eux et chaque fois c'est une super bonne surprise en fait. Et puis quand vous les voyez en salon ils sont tellement gentils, tellement agréables, tellement souriants. Ça change un peu des gros bonnets du manga. Je dis pas que les autres sont pas souriants, au contraire, voilà, à chaque fois en général quand j'y vais ils sont souriants. Mais toutes les autres maisons d'édition du manga sont déjà vachement bien lancées. J'ai pas besoin de leur faire de com en vrai. Alors que Comique, pour le coup à chaque fois, enfin j'ai jamais été déçue par une de leurs parutions. Il y a eu L'Enfant et le Maudit par exemple, il y a eu Créatures Fantastiques. Et à chaque fois c'était une super bonne surprise. Il y a eu aussi Sleeping Charon qui est super bizarre. En fait ils éditent des mangas mais super originaux. Je pense que personne voulait vraiment prendre le risque d'éditer. Alors voilà, ils prennent des risques donc forcément c'est pas toujours évident, surtout quand on n'est pas l'un des plus grands. Mais moi j'adore les risques qu'ils prennent et je les soutiens à fond. En mars j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les éditions Kinaï. Les éditions Kinaï, qu'est-ce que c'est? C'est une petite maison d'édition là encore de BD et je les ai découverts avec Space Battle Lunchtime que j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir cette petite maison d'édition parce qu'en fait ils vont éditer tout simplement des comics un peu plus axés jeunesse, ce qui manque un petit peu en France c'est vrai, et c'est beaucoup de qualité. J'aime beaucoup rien que la qualité des matériaux, la qualité des BD bien sûr au niveau graphisme et tout, enfin voilà, niveau scénario. J'avais beaucoup aimé les BD que j'avais découvertes et voilà, j'avais très envie de parler des éditions Kinaï parce que ça a été aussi une très belle rencontre parce que je les ai vues en salon et aussi une très belle découverte de 2019. Donc que ça soit Comique ou Kinaï, je suis à fond. J'aime beaucoup les petites maisons d'édition, vous le savez, j'aime beaucoup Inceptio aussi. J'aime beaucoup certaines petites maisons d'édition qui font de la qualité. Il y a des petites maisons d'édition que je peux pas soutenir parce que j'ai pas aimé, mais il y en a d'autres franchement qui font un travail exceptionnel avec beaucoup moins de moyens que les plus grands et je pense que c'est important d'en parler. En avril, c'est à ce moment là que j'ai eu mon coup de cœur pour Vers de Lierre. Là encore une petite maison d'édition, il s'agit de Noir d'Absinthe que j'aime beaucoup les échanges que j'ai avec l'éditrice, j'aime beaucoup les échanges que j'ai pu avoir avec Louise Lebars, donc l'auteur de Vers de Lierre, et je vous le recommande encore. Voilà, j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos cette année. Vers de Lierre c'est une sorte de conte un peu gothique que j'ai beaucoup aimé.
j'étais à fond dedans, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très bien écrit. C'est petit, ça se lit vite et l'auteur est génial, donc allez-y, foncez. Noir d'absinthe, j'ai aussi de très bonnes parutions chez eux. J'ai aussi découvert La Tresse de Laetitia Colombani qui m'a laissé une belle empreinte, hein, voilà, un très beau souvenir. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé certaines parties du roman et l'écriture, donc voilà, ça reste un livre que je souhaite garder de cette année 2019. Maintenant j'ai eu aussi de très belles lectures graphiques. J'ai pu découvrir Mortel Adèle, comme la suite de The Promised Neverland ou aussi Made in Abyss, que du très bon. En fait, que du très bon. En mai, je n'ai gardé qu'un seul roman parce qu'il m'a fait clairement tout le mois tellement j'y ai pensé. Il s'agit de Everless aux éditions Bayard, c'est de Sarah Holland et j'ai tellement adoré ce roman que je veux la suite. Je l'attends avec impatience vraiment et je suis contente parce que je suis partenaire avec Milan Bayard pour 2020, donc j'espère vraiment qu'ils vont sortir à ce moment là parce que c'était trop bien. C'était vraiment une saga dont j'attendais très peu. Je me suis dit oh là là, encore un truc de royauté avec du sang et tout, ok, mais c'est du déjà vu, enfin j'en ai lu plein des comme ça. Et en fait non, l'univers va bien plus loin vraiment et j'ai trouvé ça génial. En juin, je me suis laissée séduire par un roman jeunesse qui est d'une beauté absolument exceptionnelle. Il s'agit de L'Explorateur. Je l'ai gardé, je garde très peu de romans jeunesse, mais là celui-là il m'a fait l'effet d'une bombe en fait. Il est très bien écrit, c'est très bien au niveau de l'univers parce qu'on découvre l'Amazonie, etc. Au niveau de la jungle et tout ça, c'est super bien fait. On suit des enfants et c'est pas irréaliste, c'est vraiment bien fait, bien écrit, on est à fond dedans, on est à fond avec eux et il y a pas mal de petites réflexions sociétales, philosophiques, etc. qui sont disséminées dans ce roman jeunesse. J'ai trouvé ça très habilement fait et du coup j'avais très envie de le garder, donc voilà, je l'ai encore dans ma bibliothèque, je ne l'oublie pas. Et puis en juin j'ai été plutôt gâtée parce que j'ai aussi découvert le tome 1 des Faucons de Rêvera. Si vous êtes sur la chaîne depuis du coup 6 mois, vous savez que ça a été un gros coup de cœur pour moi, les Faucons de Rêvera. Il y a beaucoup de complots, de politique et tout. Je n'ai pas encore lu le tome 2 parce que j'avais tellement adoré le tome 1 et tellement attendu du coup ce tome 2 que je l'ai, il est juste là derrière la caméra, je le vois, je l'ai. Je sais que je l'ai et du coup je me sens bien parce que je peux continuer l'histoire quand je veux, n'importe quand je veux. Et puis en juin, là aussi ça a été une belle découverte comique parce que j'ai aussi découvert le manga, le livre des démons que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs j'ai aussi le tome 2 en ma possession, donc on va se le faire très vite, que ça soit fin 2019 ou début 2020. En juillet j'ai été plutôt gâtée niveau roman, j'ai eu envie de me faire une petite romance, du coup j'ai sorti La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier aux éditions Hugo Roman. Comme vous le savez, je lis pas énormément d'Hugo Roman, mais c'est quelque chose que j'aimerais changer en 2020, alors pas forcément pour Hugo Roman en particulier, pour des romances de base, parce que quand j'étais ado, vous le savez peut-être pas, mais moi je lisais que des romances, je ne lisais que ça, je ne lisais jamais de littérature de l'imaginaire à part Harry Potter. Voilà, qu'on soit clair, maintenant c'est tout l'inverse, mais avant je ne lisais que ça, je dévorais des romans jusqu'à 4h du matin, c'était que des histoires d'amour en fait. J'en suis un peu revenue, j'ai lu beaucoup de lectures de l'imaginaire ces dernières années, et là, je sens qu'il me manque un truc, je sens que la romance m'attire de plus en plus, j'en achète de plus en plus, je prends pas forcément le temps de les lire, donc j'ai décidé qu'en 2020 j'allais prendre le temps de lire ceux que j'avais achetés déjà, pour voir si c'est toujours quelque chose qui me plaît, qui me convient, et si ça peut faire partie de mes lectures de tous les jours. Et du coup là, La Sirène et le Scaphandrier, écoutez, c'est exactement le type de romance que j'aime beaucoup. Il y a rien d'exceptionnel, parfois c'est même un peu tiré par les cheveux, c'est une romance globalement, chaque fois vous pouvez lever les yeux au ciel si vous n'êtes pas à fond dedans. On est face à une femme qui a des tocs, qui a des phobies, qui peut pas sortir de chez elle, même son psychiatre vient la voir chez elle. Vous voyez un petit peu pourquoi j'ai été attirée par ce roman, il y a de la psychiatrie, donc forcément j'avais envie de découvrir. Et elle va se mettre à correspondre avec un prisonnier. Le mec il est en prison à New York, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'il a fait, mais bon déjà la prison ça sent un peu le psychopathe, ça fait un peu peur. Mais non, par lettre elle va nouer une relation avec lui et j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement cool que tout l'aspect un peu rocambolesque et un peu gros, c'est passé en fait, c'est passé easy et j'ai vachement bien aimé cette romance. C'est après celle-là que je me suis dit tiens, la romance ça me manque en fait, et je me dis ça à chaque romance que je lis, donc je pense qu'il va peut-être falloir que je m'y remette. Bref, un très bon souvenir de La Sirène et le Scaphandrier, c'était une super lecture estivale. Si vous ne l'avez pas lu, écoutez, vous pouvez toujours attendre le printemps, l'été, mais je pense qu'il n'y a pas de saison pour apprécier une romance comme ça. Dans le même temps, j'avais découvert Les 7 vies de Léo Bellamy, alors je sais il est sorti en septembre mais je l'avais eu un peu avant, c'est de Nathaniel Trapp aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et les gars, c'est l'une
des histoires qui m'a le plus marqué là en cette fin d'année, parce que déjà Nathalie Trapp est absolument adorable, son histoire est vraiment cool. En fait je me suis retrouvée avec un service presse, vous savez, totalement blanc, donc il y avait juste le titre, l'auteur, la maison d'édition et débrouille-toi quoi. Donc je me suis lancée dans ce roman sans en savoir quoi que ce soit, j'avais pas de résumé, même sur internet il n'y avait pas de résumé en fait, il était même pas encore annoncé, il n'y avait pas encore de couverture annoncée, il y avait que dalle. Et du coup je me suis retrouvée avec ce roman et je me suis dit allez, on tente l'aventure, et mon dieu que c'était bien en fait, parce que je me suis lancée dedans sans savoir ce que c'était. Je me suis retrouvée face à un thriller young adulte avec un jeune homme qui s'appelle Léo Bellamy, qui est dans un lycée où on va se remémorer en fait ça fait 20 ans qu'il y a une jeune fille qui est décédée, il sait pas comment, il sait pas ce qui s'est passé, et quand il va dormir il va se réveiller dans le corps de quelqu'un d'autre 20 ans auparavant, et du coup il va démêler ce meurtre là. Et en même temps, ce que j'ai trouvé très habile, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est pas qu'un thriller, derrière Nathalie Trapp il nous sort des trucs mais trop bien pour les ados, je trouve ça tellement génial. Il y a des réflexions sur les familles dysfonctionnelles, sur l'homophobie, sur la condition des femmes et le sexisme, oh là là elle est pas maquillée mais pourquoi il me dit ça en fait, j'en ai rien à foutre. Enfin vous voyez, c'est genre le mec qui se maquille pas et qui s'habille en jean quand il est dans le corps d'une nana, et qui se prend plein de réflexions parce que aujourd'hui il s'est pas fait être belle quoi. Voilà, et il est saoulé en mode ah mais en fait elles endurent ça les nanas, et j'ai trouvé ça trop bien, c'est trop bien fait, et il y a plein de réflexions comme ça qui sont super importantes et qui sont bien disséminées, que j'ai adoré. J'ai bien aimé aussi la fin qui apporte une part de réalisme à un roman qui ne l'est pas du tout, hein. Vous êtes dans le corps de quelqu'un d'autre 20 ans auparavant. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à consulter, mais voilà quoi, c'est pas vraiment évident ce genre de choses. Et donc j'ai été bluffée par l'écriture, par les messages disséminés dans ce roman, et puis par la résolution du roman, parce que je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à ce réalisme, et vraiment foncez, il est trop bien. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Nathalie Trapp au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, du coup en début de mois, et il est tellement gentil, il est tellement adorable en fait, que ça a été une super rencontre. D'ailleurs je suis repartie avec son livre, parce que du coup moi j'avais eu le service presse mais pas son livre, et il me l'a donné, il m'a donné son livre, et magnifique rencontre. Enfin c'est le premier auteur qui fait ça, qui me donne son livre en mode merci d'en avoir parlé en service presse. D'habitude vous avez le service presse, c'est tout, point. Là non. Incroyable, vraiment incroyable. Vraiment je vous incite à le lire, parce que j'ai vu qu'il y avait peu de gens qui l'avaient lu. Il y avait quelques gens qui avaient été un peu déçus, d'autres qui avaient beaucoup aimé. Franchement découvrez-le, faites-vous votre propre idée et venez m'en parler après, parce que j'ai l'impression d'avoir pu en parler avec personne en fait, à part l'auteur bien évidemment. Et puis en juillet je vais aussi retenir J'ai tué un homme de Charlotte Early aux éditions Actes Sud Junior je crois. C'était un roman qui traitait de la schizophrénie avec une exactitude qui faisait plaisir. Voilà, ça faisait vraiment plaisir. Vous suiviez à la fois le patient délirant qui est un adolescent, sa famille, ses amis et l'interne en psychiatrie, enfin voilà, l'infirmier aussi en psychiatrie. Donc du coup on voyait ce que c'était vraiment la maladie, à quel point il délirait, hein, très sincèrement, les difficultés de la famille, les difficultés des amis, les difficultés des médecins et des infirmiers dans la conjecture actuelle, et c'est totalement d'actualité, c'est quelque chose qui est fait avec brio, avec beaucoup de recherche. La schizophrénie c'est pas oh là là ils sont plusieurs dans sa tête machin, le truc totalement vulgaire et débile, ça n'est pas ça. La schizophrénie c'est une vraie maladie, c'est un vrai truc, et c'est pas juste ils sont plusieurs à parler dans sa tête quoi. Ça m'énerve quand j'entends ça, je vous assure que ça m'énerve. C'est la vision populaire du truc, mais c'est agaçant, parce qu'on est face à des patients qui souffrent, on est face à des patients qui sont très angoissés. Imaginez vous vous réveillez d'un coup un matin et le monde, vous le percevez plus du tout de la même façon, il a totalement changé, vous reconnaissez pas en fait le monde dans lequel vous vivez, et la plupart des gens vous veulent du mal, parfois c'est ça en fait. C'est horrible, on dirait un mauvais roman de fantasy en fait, et c'est exactement ce qu'ils vivent, et moi ça m'énerve de voir ce genre de choses. Alors quand j'ai lu J'ai tué un homme, j'étais tellement contente qu'il y ait un roman de cette qualité qui sorte, en plus dans la catégorie young adulte. Génial, on éduque nos ados, bon faudrait peut-être éduquer les parents aussi, mais parfois, mais voilà, on commence déjà par l'adolescence, c'est génial. Vraiment lisez ce roman si vous êtes intéressé par cette pathologie mentale, c'est super intéressant, c'est super bien fait, c'est très exact, je vous le recommande. En août, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Le Bal des Folles. Mon dieu quel coup de cœur, c'est mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire. Le Bal des Folles de Victoria Mast aux éditions Albin Michel. Je suis sûre que vous en avez entendu parler absolument partout, on est d'accord, mais en tant que psychiatre, il est génial.
il est génial. Vous allez suivre l'époque de la psychiatrie de Charcot à la Salpêtrière avec ses hystériques, avec notre sympathique Charcot qui mettait une ceinture ovarienne pour les traiter, qui faisait des démonstrations dans un amphithéâtre devant tous les nobles et les érudits de Paris hein, pour leur montrer ce que c'était une vraie folle, sauf qu'elles n'étaient pas folles la plupart du temps, elles étaient juste maltraitées ou mises là par leur père parce qu'elles les gênaient, parce que leurs idées gênaient, parce qu'elles parlaient trop fort, parce que voilà, ces pauvres femmes qui étaient loin d'avoir une pathologie mentale en fait, étaient finalement protégées par la psychiatrie, par la Salpêtrière, même si mise en spectacle à un moment donné. Et le bal des folles, c'est le bal de la mi-carême où les érudits, les riches surtout de Paris pouvaient venir danser avec ces jeunes folles, ces jeunes demoiselles qui prenaient un malin plaisir à pouvoir s'habiller comme il fallait, à préparer ce bal, parce que c'était un peu leur événement de l'année quoi, c'est trop triste. Après il y a un certain parallèle entre psychose, ésotérisme et tout, c'est super bien fait, au niveau des recherches on est à fond dedans, enfin on voit que Victoria Mess elle a fait son travail de recherche, ça y a pas de souci, c'est très bien fait, je vous le recommande. En août j'ai aussi eu la chance de découvrir Le Matin de Neverworld et j'ai beaucoup aimé ce roman aussi. Ça a été une très bonne lecture pour moi, je sais plus si c'était un coup de cœur mais en tout cas une très bonne lecture, j'étais super emballée par le suspense. Vous avez en gros des adolescents qui sont enfermés dans une maison, qui vivent toujours la même journée en fait en boucle et parce que bah voilà, la plupart sont morts et doivent élire quelqu'un qui n'est pas mort. Je crois que c'est ça. En gros sur leur groupe de 4 ou 5, je sais plus, ils doivent faire un vote tous les jours jusqu'à ce qu'il y ait l'unanimité pour que l'un d'eux survive à leur accident, je sais plus quoi. Et forcément bah, ça va pas se passer aussi facilement que ça, tout le monde veut vivre en fait, donc pas forcément évident. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé le dénouement, les surprises et tout. Ça m'avait bien plu. En septembre, j'ai enfin pu continuer la saga Horizon, tome 2 de Lydia Marot, aux éditions Inceptio. Là encore une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour et dont le partenariat me tient vraiment à cœur. Horizon c'est quoi? C'est un roman post-apocalyptique avec un personnage principal qui s'en prend plein la tronche hein. Globalement on est sur de l'auteur sadique plus et je vous avoue qu'il me tarde de lire le tome 3 et le tome 4 parce que je les ai dans ma pile à lire, mais en même temps j'ai du mal à les enchaîner parce que j'aime bien et du coup je veux les garder un peu, sauf que bah c'est un peu débile de les garder alors que je veux savoir la suite quoi, je sais. Et ça va être une de mes résolutions aussi ça je crois. Et puis en septembre j'ai aussi versé ma petite larme pour Moon Brothers de Sarah Crossan aux éditions Rajo. C'était mon premier Sarah Crossan et j'ai pas été déçue, hein, j'ai pas été déçue du voyage. On est avec un frère qui est en prison, l'autre qui vient le voir parce qu'on leur annonce que bah il va sûrement passer, c'est pas sur la chaise mais voilà il est condamné à mort en fait et il va sûrement bientôt y passer, donc ils viennent bah à la fois pour essayer de l'aider, le sortir de là, essayer de l'innocenter par rapport à ce dont il est accusé, et puis enfin, voilà, un peu lui faire ses adieux. Et c'est prenant, c'est touchant, il y a toute une histoire derrière, encore une fois une famille dysfonctionnelle évidemment, et j'ai versé ma petite larme. Voilà, donc c'était mon petit roman larmoyant de l'année. En octobre, j'ai été totalement séduite par L'Ombre de Paris, alors que j'étais en train de finir ma thèse et mon mémoire. Je l'ai lu je pense en 2 semaines bien tassées, hein, 2 semaines et demie, et il y avait tellement d'action, tellement de rebondissements, de surprises et tout, que j'avais pas l'impression de ne lire que 10 pages. J'avais l'impression d'avancer à fond dans le roman et du coup c'était une super bonne surprise. J'ai pu rencontrer l'auteur qui elle aussi est très sympathique et j'ai hâte d'avoir la suite hein, tout simplement. En novembre j'ai été séduite par Au-delà de la lumière, c'est de Daniel Matt aux éditions Scrineo et j'ai adoré ce mode de combat avec, en gros vous avez des expériences de mort imminente et vous reliez les deux cerveaux donc des deux combattants, ils se retrouvent dans une ère de combat animée par leurs souvenirs et par leurs proche, le plus proche on va dire, donc ils sont à la fois dans leurs souvenirs, dans leur mémoria, avec leur anima, c'est un de leurs proches auquel ils tiennent beaucoup, qui va les aider dans ce combat. Et voilà, ce sont des expériences de mort imminente, il y a plein de réflexions, il y a des réflexions sur l'euthanasie et tout, c'est super intéressant, c'est super top, j'ai adoré, j'aime beaucoup Daniel Matt, je l'ai aussi rencontré cette année, décidément j'ai rencontré beaucoup d'auteurs de mes coups de cœur, je suis plutôt contente. Daniel Matt est très gentil, on a pu
parler de plusieurs choses dans son roman, donc je suis trop satisfaite, je suis très contente. Et ma magnifique surprise de décembre, j'ai enfin lu ce roman, c'est Nevermore, le tome 1 de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Jessica Townsend lors d'un petit déjeuner organisé par Pocket Jeunesse, c'était génial. Alors c'était pas un petit déjeuner d'ailleurs, c'était un brunch tellement il y en avait, c'était incroyable, mais j'étais en pleine lecture de Nevermore à ce moment-là et mon dieu, quel univers, mais quel univers, surtout pour un roman jeunesse en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est pour un roman jeunesse, elle a créé un univers de dingue. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les épreuves, j'ai adoré la conclusion parce que j'ai trop hâte de lire le tome 2. Donc voilà, j'ai déjà le tome 2, c'est celui qui est dédicacé d'ailleurs. On va se le faire très vite en 2020, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, c'est terminé pour mon petit bilan de mes meilleures lectures de 2019. Comme vous voyez, il y a eu du très bon et pas toujours par les plus grandes maisons d'édition, et ça aussi j'en suis plutôt ravie parce que les années auparavant je lisais globalement que des romans de grandes maisons d'édition et c'est pas pour ça que j'étais plus satisfaite en fait. Donc je suis très contente de ce tournant là dans ma vie de lectrice, ça me plaît beaucoup. Je m'intéresse de plus en plus aux plus petites maisons d'édition, mais aussi à d'autres genres, à la romance, un peu de développement personnel parce que j'aime beaucoup les éditions Erol aussi. J'adore ce qu'ils font. D'ailleurs ma prochaine lecture ça va être celui-là, je vous le montre. Dites-moi des choses tendres. J'ai lu les 3-4 premières pages, je suis déjà à fond dedans, donc voilà. Je lis de tout maintenant, je lis aussi du thriller même si j'étais un petit peu déçue cette année. Je suis en train de lire le dernier Chatham et franchement il m'a bien foutu les miquettes à certains moments, hein. C'est quand même avec plein d'insectes et j'aime pas trop quand ça grouille comme ça, c'est un peu dégueu. En plus je l'écoute en audio si vous voulez dans ma voiture, donc je suis là en train de conduire là, en mode à enlever tout ce qui pourrait être sur moi qu'il n'y ait pas hein, évidemment. Mais en même temps son prologue est tellement efficace que maintenant je me méfie hein. Donc voilà pour mes meilleures lectures de 2019, j'espère que vous aussi vous avez passé une super année avec de merveilleux romans, de merveilleuses histoires qui vous ont fait voyager absolument partout et très loin de notre quotidien, c'est un petit peu le but. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de 2019 et qu'est-ce que vous me conseillez de lire d'ailleurs en 2020. Je prends tout, même si je vais essayer de réduire un petit peu mes achats, je prends quand même tout. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.